Regardez un peu comment le pape tient la main de l'empereur. Il fait mine de rien, mais c'est un vrai requin. Ici, la fertilité fait la loi et il vient tout juste de tomber enceint. Si vous voulez voir comment tout ça va faire imploser le système, restez avec moi. C'est comme ça que démarre l'histoire d'Othon et l'arrogant. Si le pape a pris la doctrine de la fertilité tellement au sérieux qu'il finit lui-même par attendre un gosse, ne vous retenez pas et faites pleuvoir les likes et les commentaires. Abonnez-vous pour bénir la chaîne. Allez, c'est parti. Tout commence en plein milieu d'un couronnement. Voici le pape Otto Ier, une tête de saint et une chevelure digne d'une pub pour shampoing, en train de visser la couronne sur le crâne du tout nouvel empereur, Heinrich Carlos II. Le décor est solennel, entre les pluies de pétales et la cathédrale majestueuse, mais ne vous laissez pas berner par les dorures bienvenues dans l'empire de Camelot, un endroit où la foi pèse bien plus lourd que la raison. Ici, la religion officielle, c'est le cétonisme, une doctrine qui prône l'amour comme seule voie et fait de la fertilité un véritable sport national. Les vitraux annoncent la couleur, le dieu de l'amour veut que tout le monde s'aime et peuple la terre à une cadence de compétition. Avec un marketing aussi rodé, l'Église a la main mise sur tout le pays et à sa tête se trouve Otto, un gamin qui a gravi les échelons à une vitesse suspecte avec sa petite tête de premier de la classe. Une fois la cérémonie terminée, les rumeurs vont bon train. On raconte que le pape est passé maître dans l'art de séduire les archevêques pour déterrer leurs secrets et leur piquer leur place. Pour le peuple, c'est un envoyé du ciel, mais en réalité, le type est un vrai requin qui a bien compris qu'un sourire angélique ouvre plus de portes qu'un pied de biche, surtout quand il dégage ce petit air de « je peux pêcher pour nous deux ». De son côté, Heinrich l'observe de loin avec une envie de lui mettre une baffe qu'il a bien du mal à dissimuler. L'empereur sait pertinemment que pour triompher, il faut d'abord cerner son adversaire. Et ce pape, il ne peut pas le voir en peinture un type sinistre, qui met tout le pays sens dessus-dessous. Au moment des salutations, Otto l'accueille avec un calme olympien absolument exaspérant, lui glissant que c'est un honneur d'être là pour assurer l'avenir de l'Empire. Heinrich lui répond les dents serrées, jouant la comédie du souverain débutant qui aurait grand besoin de ses précieux conseils pour ses premiers pas sur le trône. C'est là qu'Otto sort son manuel du parfait séducteur et lui soutient, sans sourciller, que sa priorité absolue doit être de donner énormément d'affection à son peuple. Et par affection, il entend bien sûr se mettre au travail pour produire des héritiers à la chaîne, histoire de bien bénir le sang royal. L'empereur quitte la salle en bouillant de rage, désormais convaincu que le chef de son église n'est qu'un vieux pervers qui confond la foi avec un casting de mannequin. Le pauvre vieux. À peine en poste qu'il doit déjà gérer un pape qui a moins de pudeur qu'un lapin en rut. Tentant de garder son sang-froid, Heinrich sort prendre l'air, mais il réalise vite que les jardins du palais ressemblent à un vulgaire hôtel de passe. Il surprend un couple en plein ébat derrière les buissons, hurlant le nom du Seigneur pour rythmer leur galipette. Quelle bande de dégénérés! L'empereur ne s'explique pas comment ces sujets peuvent confondre la foi avec une telle vulgarité, sans même pouvoir se retenir 10 secondes. Soudain, son regard s'arrête sur une silhouette solitaire près de la fontaine. C'est le pape Otto, bien qu'il soit méconnaissable. En s'approchant, Heinrich réalise que le Saint-Père est complètement ivre-mort. Il empeste l'alcool à plein nez. Il a le visage rouge comme une pivoine et sa tunique est dans un état lamentable. L'homme essaie tant bien que mal de se lever, mais il est d'une instabilité totale et manque de s'étaler de tout son long. Heureusement, l'empereur a de bons réflexes et le rattrape de justesse. C'est là que le blond lui décoche un sourire à lui glacer le sang. Heinrich commence à perdre ses moyens sous ce regard brûlant qui semble vouloir le dévorer tout cru, tandis que l'autre lui saisit la main avec une audace incroyable pour lui murmurer qu'elle est glacée. L'empereur ne sait plus quoi penser et il se demande si c'est vraiment comme ça, que cet homme convainc ses fidèles de bénir leur descendance. Le pape se rapproche, lui caresse le visage et lui suggère d'aller faire un tour dans la serre pour renforcer leur lien, par une petite fusion des corps. En gros, il lui fait du rentre-dedans de la manière la plus spirituelle qui soit. Sauf que là, c'est le coup de théâtre que personne n'avait vu venir. Après d'innombrables examens médicaux et des détours pas possibles, le verdict tombe, implacable sa sainteté. Le guide suprême de la foi et parangon de pureté est enceint. Il a pris la doctrine de la fertilité tellement au sérieux que son corps a lancé la production tout seul, oubliant au passage le léger détail qu'il est un homme. Le miracle de la vie est une chose magnifique, mais pour lui, c'est surtout un aller simple pour bousiller la théologie, la biologie et sa carrière, le tout avant même la fin du premier trimestre. Et pendant que l'empereur essaie tant bien que mal d'encaisser le choc, l'avenir de l'Empire ne tient plus qu'un fil. La légende raconte qu'un certain Léa fut le tout premier homme de l'histoire à donner la vie. Depuis cet ancêtre, ses descendants mâles ont hérité de cette particularité génétique. S'ils ne font pas attention, ils peuvent eux aussi tomber enceints. Des siècles plus tard, nous voici à l'époque du pape actuel, Otto Saxony. Même si le gars est l'élégance incarnée, il traîne derrière lui des rumeurs de plus en plus sombres, alors que tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui foute la paix. Tout a commencé il y a quelques années,
le jour où son frère Takmar l'a arraché de force à sa montagne de bouquins. Alors qu'Otto se voyait déjà en petit curé de campagne entouré de fleurs, son frère, lui, voyait les choses en bien plus grand. Il lui fallait un homme de confiance au Vatican pour garder l'empereur sous sa coupe. Jusqu'au jour de l'élection du nouveau pape, Otto fit tout son possible pour ne pas se faire remarquer. Quand l'évêque hurla son nom, le pauvre bougre manqua d'y laisser son cœur, lui qui ne visait qu'une petite promotion tranquille. Le voilà propulsé malgré lui à la tête de l'église. Et tout ça à cause de son frère, qui avoue sans la moindre gêne avoir tout bonnement acheté le titre. Takmar est le genre de type à vous hisser au sommet, mais uniquement pour mieux vous manipuler à sa guise. C'est comme ça qu'en un clin d'œil, Otto s'est retrouvé au centre de tout. Comme les sacs sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse, personne au Vatican n'ose moufter. Désormais, Otto n'est le chef suprême que pour permettre à son frère de diriger le pays comme bon lui semble. Et comme si ça ne suffisait pas, les rumeurs de couloir prétendent que le pape passe ses nuits à bénir les nobles de façon très intime. Le pauvre gamin est complètement largué pendant que la noblesse s'en donne à cœur joie sur ses prétendus frasques. Lui ne se doute de rien. Il n'a jamais touché personne et vit reclus comme un prisonnier de luxe, alors il est loin d'imaginer qu'on le fait passer pour le roi de la débauche. Le Vatican a beau interdire l'alcool. Les mauvaises langues ne manquent jamais d'imagination pour lui inventer une vie de débauche. Alors que tout le monde l'imagine enchaîner les soirées, le gamin passe en réalité ses nuits enterrées sous des piles de bouquins. Ce fossé entre sa réputation et la réalité finit par le miner complètement. C'est précisément à ce moment-là que le nouvel empereur fait son entrée. Le type est l'incarnation même de l'assurance beau gosse, charismatique, avec un sourire de premier de la classe qui renvoie Otto à ses propres insécurités. Assis au bord d'une fontaine, le pape attend l'arrivée de son frère Takmar, tout en ressassant ses pensées. Son frère, c'est le genre de type à vous donner une petite tape amicale dans le dos juste avant de vous jeter au lion, histoire que vous tombiez avec panache. Écrasé par cette pression, Otto n'aspire qu'à la paix en la désignant comme rival par pure formalité, alors qu'il n'a pas une once de méchanceté en lui. L'empereur le surprend et remarque qu'Otto a vidé son verre d'un trait. Avec ce petit sourire narquois qui ne le quitte pas, il lui demande s'il a une raison particulière de vouloir trinquer avec lui. Otto essaie de dissiper le malentendu, mais l'alcool lui monte d'un coup à la tête et le monde se met à tourner. Il manque de s'étaler de tout son long par terre, mais l'autre le rattrape de justesse. Se retrouvant ainsi à bout portant, Otto est comme hypnotisé, le type est d'une telle prestance qu'il en devient presque éblouissant. L'empereur lui prend les mains et remarque aussitôt qu'elles sont glacées. Otto sent la chaleur de son corps, son parfum de luxe, et commence déjà à se demander si Sa Majesté n'aurait pas une petite place à prendre dans son cœur. Mais l'autre ne tourne pas autour du pot, il le fixe intensément et lui lance une invitation on ne peut plus claire. Il lui baise la main avec une telle fougue qu'Otto en reste pétrifié, planté là, au beau milieu du jardin. Sacré numéro, celui-là. Il n'aura pas perdu une seule seconde. Otto sait pertinemment qu'il devrait refuser, mais entre l'alcool et le baratin de l'empereur, Il court droit à l'abattoir. À l'instant même où il accepte de le suivre dans la serre, tout bascule. Regarde-le, il a complètement lâché prise. Entre l'alcool et l'euphorie du moment, le pape perd totalement les pédales et toute trace de dignité. Entre les morsures et les baisers, la tension est devenue presque palpable. Il a tellement la tête qui tourne qu'il ne sait même plus où il habite. Quand soudain, il y a un sursaut de lucidité, il rajuste ses fringues comme il peut et s'enfuit en prétextant qu'il doit impérativement rejoindre son frère. Elle l'a planté là, en plein élan. Le type n'en revient pas qu'elle l'ait laissé en plan après un tel numéro. Pourtant, au lieu de s'énerver, il reste là à gamberger, entre curiosité piquée et méfiance. Le lendemain, le gamin se paye une gueule de bois monumentale, et pas seulement à cause du vin. Il repense au bruit, au fait qu'ils étaient dehors. Il s'en veut d'avoir été aussi vulnérable face à l'autre. Assis à son bureau, il n'a qu'une envie que la terre s'ouvre sous ses pieds pour l'engloutir tout entier. Pendant ce temps, le pape, symbole ultime de la foi, réalise qu'il vient de succomber à la plus primaire des tentations. Le pauvre n'arrive même plus à tenir assis. Et ce n'est pas une question de maintien, mais bien à cause de l'effort physique que lui a coûté la nuit dernière. Et c'est pile au moment où il tente de digérer ce sacré pétrin que l'empereur débarque comme s'il était en terrain conquis. Un énorme bouquet de roses à la main. C'est sa petite touche personnelle pour bien faire comprendre à Otto qu'après ce qui s'est passé dans la serre, il n'a plus aucune issue. Il précise d'un ton mielleux que ces fleurs viennent de là-bas, histoire de lui rafraîchir un peu la mémoire, avant de lui demander s'il se souvient de leur nuit enchantée. Regardez-moi cet air satisfait, il sait pertinemment qu'il le tient à sa merci. Heinrich a vraiment une confiance aveugle en son charme et son beau parler, sachant qu'il tient le pape à sa merci. Il lui balance un petit « Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir, juste pour le voir se décomposer ?» Le type est d'un culot monstre, il manie son charisme comme une arme, persuadé que personne n'oserait jamais lui résister. Otto a beau essayer de faire bonne figure en se cachant derrière son bouquet de fleurs, l'empereur ne lui laisse aucun répit. Il lui met tout de suite les points sur les i. Ce qui est arrivé hier n'avait rien à voir avec l'alcool, et il compte bien remettre ça. Quel sans-gêne, vraiment. Il le coince totalement entre les souvenirs de cette nuit-là et ses propres doutes. Otto pique un phare,
ne sachant plus où se mettre alors que l'autre lui demande la permission de passer le voir, et Heinrich finit par lui soutirer une invitation en bonne et due forme pour le palais impérial. Il ricane intérieurement, savourant sa victoire, ce saint homme est bien plus facile à manipuler qu'il n'en a l'air. 3 jours plus tard, le pape débarque les bras chargés de traités de théologie, bien décidé à lui donner une leçon magistrale pour réaffirmer son autorité. Il se lance dans une explication solennelle sur les théories de la gémellité et de la fertilité, sans se rendre compte qu'il prêche dans le désert. Heinrich, lui, est ailleurs la théologie est le cadet de ses soucis, il est bien trop occupé à le dévorer des yeux. Il a même laissé les premiers boutons de sa chemise ouverts, offrant au Saint-Père une distraction bien plus charnelle que ses vieux bouquins. C'est un manipulateur hors pair, il sait exactement sur quelle corde sensible tirer pour lui faire perdre tous ses moyens. Dès qu'Otto sent qu'il flanche et tente de reprendre une contenance professionnelle en pointant ses vêtements du doigt, il ne fait que s'enfoncer davantage. Heinrich lui fait bien comprendre qu'il n'écoute pas un traître mot de son discours, il est bien trop occupé à savourer d'avance ce qu'il va lui faire subir une fois qu'ils seront seuls. L'atmosphère devient électrique en un instant et le calme vole en éclats. Finalement, l'empereur se lasse de la théorie en un clin d'œil. Il le plaque sur la table et prend le dessus, tandis que l'autre mord son crucifix avec un regard qui n'a plus rien de très catholique. C'en est fini du cours de théologie. L'empereur a décrété que la meilleure façon pour le pape de retenir un dogme, c'est de l'apprendre par cœur, là, coincé contre le meuble, sans plus aucun espace pour douter, ni même pour respirer. Pauvre gamin, il n'a pas la moindre chance face à un type pareil. Ouf, ce pauvre pape a fini par bouffer son crucifix plutôt que de réviser ses leçons. Et tout comme l'empereur n'a laissé aucun répit à ce pauvre meuble, ne laissez aucune place au doute et lâchez-moi un like bien mérité. Abonnez-vous pour ne rater aucun péché et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus! Otto ne comprend pas pourquoi sa volonté a la consistance d'une gelée. Chaque fois que l'empereur lui demande quelque chose, il dit oui avant même la fin de la phrase. Le gars a tout juste 20 ans, c'est l'incarnation de la bonne éducation. Du coup, il tombe amoureux comme un bleu parce qu'il croit qu'enfin quelqu'un s'intéresse vraiment à lui. Il le regarde avec des yeux d'amoureux transis pendant qu'Heinrich lui lit des livres au lit, mais ces derniers temps, son corps lui fait payer la note. Il est constamment fatigué, rien n'y fait. Il n'a pas la force de manger et vomit tout ce qu'il avale. Il est persuadé que c'est juste l'estomac retourné à force de se dépenser la nuit, alors, comme il ne peut rien demander à son frère Takmar qui est un sacré numéro, il décide d'aller voir Grégory, son ancien maître. Le vieux manque de faire une attaque en entendant la nouvelle, il en laisse tomber la vaisselle en apprenant que le gamin est devenu le chouchou du palais. L'archevêque pense d'abord qu'il a attrapé une saleté à force de faire le joli cœur, mais après l'avoir un peu examiné, il réalise que le problème est bien plus lourd. Ce n'est pas une maladie, c'est un nouveau locataire. Otto est enceinte et son avenir vient de passer de prometteur à catastrophe totale. Grégory n'en revient pas, il dit qu'on n'a pas vu de grossesse masculine depuis un demi-siècle, et il ne sait pas si c'est un miracle ou si on leur a jeté une malédiction. Mais le coup de grâce arrive quand il demande qui est le père, et Otto, vaincu, avoue que le responsable n'est autre que l'empereur en personne. Le maître demande s'il n'y aurait pas un autre candidat, mais le gamin explose presque, et lui crie que non, que c'est sa toute première fois. Il a la face plus rouge qu'un feu de signalisation. Le vieux encaisse la nouvelle et comprend que le tableau est noir de tous les hommes du monde, il a fallu que ce soit le boss. Ici, le problème n'est pas seulement le péché, c'est que les familles s'étonnent et qu'Aplos se voue une haine ancestrale. Si ça s'ébruite, tout explose. Entre le pape et le souverain, ce n'est pas un drame familial, c'est une crise d'État. S'il dit la vérité, la seule façon de revoir l'empereur sera du haut d'un pieu. Parce qu'en haute politique, les problèmes ne se discutent pas, ils s'enterrent. Pas le choix, il doit cacher cette grossesse coûte que coûte. Pendant ce temps, Takmar commence déjà à soupçonner. Il remarque que son frère est bizarre, qu'il traîne les pieds comme s'il n'avait plus d'énergie, et comme il a les mains prises avec les histoires en saxe, ordonne de le surveiller de près pour voir ce qu'il cache. Otto se réveille avec l'impression d'avoir le moral dans les chaussettes et une tonne sur les épaules. Il faut dire que commencer sa journée dans la peau du pape avec, en prime, un héritier impérial en route, c'est loin d'être le scénario idéal. Pendant que son assistant l'aide à s'habiller, il réalise à peine qu'il doit enfiler ses habits sacerdotaux et faire bonne figure dans la salle d'audience, même s'il a une envie folle de rester caché sous sa couette. Là-bas, une vieille connaissance l'attend de pied ferme, le baron Roy Swabia, un aristocrate fêtard qui n'a manifestement aucun filtre. Ils se connaissent depuis toujours, et le type prend des libertés qui mettent Otto dans une position plus qu'inconfortable. Il se met à déballer des souvenirs d'enfance, balançant qu'Otto était une vraie Madeleine à l'époque, comme si la cathédrale était l'endroit rêvé pour étaler sa vie privée. Tandis que le baron s'enfonce dans la nostalgie, Otto a l'impression d'avoir un énorme poids sur la conscience avec le mot enceinte, tatoué sur le front. Il est à 2 doigts de la crise de nerfs. C'est pile au moment où la discussion devient pesante que le maître des lieux fait son entrée. Heinrich débarque avec l'arrogance de celui qui possède le monde. Le baron s'empresse de s'incliner, mais l'empereur n'apprécie pas du tout de trouver de la visite. Pour lui, ce roi n'est qu'un gêneur, un playboy qui passe sa vie en soirée,
et qui n'a absolument rien à faire près de son jouet préféré. La tension grimpe d'un cran quand Roy commet l'irréparable appelé le pape par son petit nom, Otto. L'empereur perd instantanément patience. Il ne supporte pas qu'un autre puisse être aussi intime avec le gamin et le fusille du regard, comme s'il s'apprêtait à commander son exécution. Roy n'est pas idiot et commence à sentir que l'ambiance est louche. Il se demande si l'empereur est le premier sur la liste d'Otto, ou juste un nom de plus à son tableau de chasse. Pendant ce temps, Heinrich ne le lâche pas d'une semelle et lui lance avec ironie qu'il doit avoir une foi inébranlable pour venir consulter sa sainteté si tôt. Roy tente de suivre le rythme, mais l'empereur sort l'artillerie lourde pour bien marquer son territoire. Il lâche négligemment qu'il n'est pas venu uniquement pour prier, lui non plus, mais que sa sainteté lui donne des cours particuliers de théologie dans ses appartements privés, où il passe énormément de temps en tête-à-tête. Le baron manque de s'étouffer en entendant ça. Les rumeurs comme quoi le petit fréquentait le château étaient donc vraies. Heinrich ne se prive pas de frimer avec son accès VIP à l'intimité du pontife, provoquant son invité à chaque phrase. Il est insupportable, bien décidé à montrer qui est le patron ici. Mais le corps d'Otto finit par lâcher sous la pression. Il commence à vaciller, avant de s'effondrer net en plein milieu de cette guerre des gosses. L'empereur le rattrape de justesse avant qu'il ne percute le sol et hurle qu'on lui amène un médecin sur le champ. Une fois dans la chambre, l'atmosphère est si lourde qu'on pourrait la couper au couteau en attendant le diagnostic. Le médecin ressort avec une mine hésitante qui n'arrange rien. Il affirme que le pape est en bonne santé et qu'il s'est techniquement juste endormi d'épuisement, mais il marque une pause avant de lâcher la bombe qui va tout faire exploser. L'examen a révélé que sa sainteté attend un enfant. L'empereur vient de gagner un titre qui n'était pas prévu au programme, celui de père. Il reste pétrifié alors que la vérité éclate de la manière la plus brutale qui soit. Otto a eu un blanc total. Ce mot « enceinte » l'a glacé sur place. Soudain, le monde s'est mis à tourner. On le comprend voir le pape attendre un héritier, personne n'aurait pu le prédire. Pendant ce temps, le souverain n'en croyait pas ses oreilles, et s'est mis à hurler qu'il fallait arrêter de dire des conneries. Mais le prêtre n'a pas bronché. Il lui a rappelé qu'avec la bénédiction adéquate, même un homme peut finir par porter la vie. C'est là que le roi a fini par avouer qu'avec les charmes que Dieu a donnés à sa sainteté, il était impossible de se retenir. Il a admis s'être laissé emporter par le moment, au point d'en oublier de se protéger. Le médecin a confirmé qu'un autre cœur battait bien là-dedans. Désormais, il n'y a plus de retour en arrière possible, sa sainteté attend officiellement un enfant. Tout ça à cause d'une simple inattention. Évidemment, ils ont imposé le silence à tout le monde pour éviter que le château de cartes ne s'écroule. Mais l'esprit d'Otto tourne à plein régime. En regardant le jeune homme dormir, il se ronge les sangs. Il sait bien que le pape n'a rien d'un saint et qu'il a sûrement béni d'autres personnes bien avant lui. Soudain, une pensée encore plus sombre l'assaille, il n'est sans doute pas le seul à être passé par ce lit. Le doute le dévore. Il ne peut pas être sûr à 100% d'être le père. Surtout quand il repense à des types comme cet ami d'enfance qui rôde toujours dans les parages. Il le caresse, partagé entre une immense tendresse et une jalousie maladive, tout en songeant au pétrin dans lequel ils se sont fourrés. Un drame que même leurs prières ne suffiront pas à dissimuler. Takmar apprend qu'Otto s'est évanoui en pleine audience, et comme on pouvait s'y attendre, le baron Roy, toujours à l'affût du moindre potin, s'empresse de lui faire un rapport détaillé. Apparemment, l'empereur a eu une peur bleue car il a dépêché son médecin personnel en urgence pour examiner le petit. Roy reconnaît que le souverain est un génie pour manipuler la noblesse, mais un détail le turlupine: l'alchimie entre sa majesté et le pape. Selon le baron, ils s'échangent des regards d'une intensité qui n'a plus rien de religieux. L'ambiance entre eux est devenue bien trop suspecte pour qu'on ignore qu'il se trame quelque chose de bien plus intime qu'une simple relation diplomatique. Peu avant, Otto s'était réveillé dans les appartements privés du monarque, qu'il avait accueilli avec un sourire charmeur et une cerise prête à être dégustée. Le jeune homme s'est laissé nourrir comme un oisillon, acceptant le fruit et ses attentions délicates avec une docilité que n'importe quel autre sujet lui envierait. Le maître de l'Empire s'est montré d'une douceur protectrice, ce qui a plongé Otto dans un embarras total. Il s'en voulait terriblement d'avoir donné un tel spectacle en s'effondrant devant tout le monde. Mais bon, quand l'homme qui règne sur tout le continent vous ordonne de manger et de vous laisser chouchouter, vous n'allez pas être celui qui lui tient tête. Plus tard, seul sur son balcon, le pape se remémore l'odeur de la chambre royale, affichant une mine de jeune amoureux qu'il ne cherche même plus à cacher. Mais son petit nuage se dissipe vite quand il réalise qu'il l'a échappé belle. Le médecin impérial n'a absolument rien soupçonné de sa grossesse, mettant ses vertiges sur le compte du stress. En gros, le docteur lui a prescrit du repos pour un problème qui, dans quelques mois, aura un nom, un titre et des droits sur le trône. Pour l'instant, le secret est bien gardé, mais il porte en lui une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Pour calmer ses nerfs, il se met à hurler son propre nom face au vent, comme s'il était en pleine transe spirituelle. Mais son frère vient briser le moment en défonçant la porte d'un coup sec. Takmar entre sans demander son reste et l'affronte sans détour. Il est déjà au courant qu'Otto donne des cours de théologie très particuliers au palais et il exige la vérité. On ne la fait pas à un stratège de son calibre, personne ne croira à son histoire de foi quand la tension entre ces deux-là se ressent à des kilomètres. La rivalité entre les Carlos et les Saxe ne date pas d'hier.
À l'époque, ils étaient pourtant comme les deux doigts de la main, occupés à bouter l'envahisseur hors de leur terre à grands coups de pompe. Ensemble, ils ont bâti l'empire de Camelot avec la bénédiction du pape, mais leur entente cordiale a fait long feu. Ils ont fini par s'entretuer pour le trône et, cerise sur le gâteau, les deux chefs sont tombés amoureux de la même personne. Une lutte de pouvoir doublée d'un mélodrame le combo gagnant. Au final, Carlos a raflé la couronne et Saxe a épousé le pape. Un compromis honnête, si l'on oublie que la rancœur, elle, brûle toujours autant. Regardez-moi Takmar, quand il était gosse, il transpirait déjà la malveillance. Pendant que son frère se perdait dans ses délires amoureux, lui ne jurait que par le fric et le prestige. Il a toute l'ambition d'un méchant de haut vol, mais avec un budget bien plus conséquent. Son seul et unique but est d'écraser les Carlos jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur lignée. Là, le voilà en train de cuisiner Otto, qui essaie tant bien que mal de noyer le poisson. Takmar ne gobe pas une seconde l'histoire du pape qui se contenterait de donner des cours de théologie à l'empereur. Otto est tendu comme une arbalète, mais il s'obstine à jurer que leur relation est strictement professionnelle. Il prétend le traiter comme son propre frère. Tu parles un frère à qui il fait tout, sauf réciter ses prières. Takmar veut inviter l'empereur dans son manoir, juste pour étaler son influence aux yeux de toute la noblesse. Au passage, il lâche le ragot du jour, il paraît que le pape fait la bringue avec la moitié de l'aristocratie. L'empereur, lui, est persuadé que ces rumeurs sur le pape sont des calomnies inventées de toutes pièces pour salir l'Église. Otto ne sait plus s'il doit s'inquiéter du scandale ou de la difficulté à cacher que ces leçons particulières commencent à porter leurs fruits. Il se moque de ceux qui les voient comme des amants, pendant qu'Otto fait des pieds et des mains pour ne pas tourner de l'œil, sachant que les rumeurs sont on ne peut plus fondées. Le type s'esclaffe à l'idée d'un enfant caché sans piger, qu'il a le gamin juste là, sous son nez. Le pape s'est avéré être un prof très investi. Il ne lui a pas seulement montré le chemin du ciel, il lui a laissé un souvenir de 9 mois pour qu'il retienne bien la leçon. Face à un tel tableau, le pauvre sent le ciel lui tomber sur la tête, d'autant que les mauvaises langues ne s'arrêtent jamais. La remarque lui a fait l'effet d'un coup bas, mais il n'a pas d'autre choix que de sourire et de faire l'idiot pour ne pas tout gâcher. Quelques jours plus tard, l'empereur et le pape flânent dans les jardins en préparant leur visite chez les Saxes. Roy brûle d'une curiosité assez dangereuse à l'idée de rencontrer le duc, tandis qu'Otto invente n'importe quel prétexte pour qu'il n'approche pas de sa chambre, prétextant un désordre sans nom. Le souverain se moque bien du rangement, il s'approche pour lui glisser une intention à l'oreille qui lui grille les neurones et le laisse au bord de la crise de nerfs. Otto tente de s'esquiver, mais l'autre n'a pas l'intention de le lâcher si facilement. Il le stoppe net, l'empoigne fermement et lui plaque un baiser qui le laisse sans voix pour un bon moment. Le jeune homme s'éclipse presque au trot, le cœur battant à 100 à l'heure, cachant son visage derrière un bouquin pour ne pas montrer qu'au fond, le geste a fait mouche. Il se répète qu'il doit se ressaisir, mais son cœur a cessé d'obéir à ses ordres depuis bien longtemps. Le jour du dîner au manoir finit par arriver. Tous trois sont déjà attablés, et vu leur mine déterrée, il est clair que le repas sera le cadet de leurs soucis. Avec une telle tension, ce n'est plus une réunion de famille, c'est un champ de mine prêt à sauter. Heinrich ne tarit pas d'éloges sur le cachet ancien et élégant du manoir, et en profite pour lécher les bottes de l'empereur. Il jure que rien n'égale le palais, mais Otto sent qu'il y a anguille sous roche. Mate-moi ces têtes. Il se balance des fleurs sur la théologie et l'éducation, mais c'est du théâtre pur. Otto a l'impression d'être dans un film d'horreur pendant que les deux s'échangent des sourires en plastique. Heinrich jure que la famille Saxe sera toujours au service de Sa Majesté, une offre qui, bien sûr, a des clauses en petits caractères. Là, on arrive au vrai motif du banquet. Heinrich lâche qu'ils ont besoin d'un coup de main de la couronne parce qu'un culte louche opère au sein de l'église. Ils se vendent comme un groupe religieux, mais en réalité, c'est une bande de violents qui ne cherchent que le pouvoir. Comme ces types se sont déjà infiltrés chez les nobles, mener l'enquête est un vrai casse-tête. Takmar saisit tout de suite, t'as besoin d'une autorité publique pour t'attaquer à la noblesse. L'empereur a les yeux qui brillent parce qu'il voit l'affaire en or avec le soutien du duc. L'administration de l'État devient une formalité. Pendant que ces deux-là jouent aux échecs politiques, Otto descend la nappe à lui tout seul. La grossesse lui a donné une faim de loup, et il n'arrête pas de s'enfourner de la bouffe pendant que les assiettes s'accumulent autour de lui. Mais attention à l'empereur, qui a déjà monté son propre plan machiavélique en une seconde. Il compte utiliser l'excuse du culte pour tracer tous ceux qui ont côtoyé le pape, uniquement pour dénicher le père du bébé, le cuisiner et l'envoyer rencontrer Dieu un peu plus tôt que prévu. Un vrai charmeur, le type, avec un sourire de psychopathe qui ne cache rien. Takmar remarque qu'Otto a laissé les assiettes impeccables et lui demande s'il a déjà fini. Le gamin, la bouche pleine, répond qu'il lui reste juste la dernière bouchée. Heinrich le regarde en le jugeant en silence d'habitude, le pape picore comme un moineau, mais aujourd'hui il a l'estomac sans fond et ne s'arrête pour rien. Takmar fait le lien. Il se souvient comment le gamin a dévoré ce bol de cerises l'autre jour et se convainc il y a définitivement un bébé en route. Pendant ce temps, sa sainteté continue de bouffer comme si le monde allait finir. L'empereur décide de passer à l'offensive et lui donne à manger directement dans la bouche Otto, qui pour une bouchée vendrait le royaume des cieux, accepte sans hésiter.
Heinrich reste à encaisser la scène. Il ne s'attendait pas à les voir si collants devant tout le monde. Takmar tente de sauver les apparences en disant que c'est sûrement parce qu'il se voit souvent et que le pape est presque un frère pour lui. Pauvre stratège, il essaie de cacher le soleil avec un doigt alors qu'il a déjà d'autres plans. Il l'invite même à visiter la chambre du gamin après le dîner. À peine ont-ils posé les couverts que l'empereur a déjà Otto comme guide dans les couloirs. L'endroit est vide parce que le gamin déteste le bruit, le décor idéal pour que Takmar lui colle au basque comme une ombre. Takmar le coince par derrière et commence à lui tâter la taille. Il lui dit que la soutane lui va bien, mais qu'il le préfère avec moins de couches. La tension monte pour Otto, il panique, surtout quand l'empereur touche un truc qu'il n'aurait pas dû, et se renfrogne d'un coup. Coincé et le secret sur le point d'éclater, le gamin joue sa dernière carte, il le supplie de ne pas le déshabiller, et promet d'utiliser sa bouche pour le satisfaire. Une solution pratique qui protège le secret de la grossesse en échange d'un petit sacrifice personnel. Ce qu'on appelle un saint avec une vocation de service. Eh bien dis donc, quelle fin torride nous a réservé notre petit saint. S'il utilise sa bouche pour satisfaire l'empereur, utilisez la vôtre pour me dire en commentaire quelle autre main-moi vous voulez que je vous raconte. Abonnez-vous pour ne rien rater des potins de cette grossesse royale. Allez, salut! Le blond lui fait un topo complet sur le mode d'emploi du corps humain avec un calme olympien. Pendant que sa sainteté découvre avec horreur tout ce que les gens sont capables de se mettre en bouche, le gamin lui explique que tout n'est qu'une simple question de terminaison nerveuse et de procréation. Le pape n'arrive pas à concevoir que quelque chose d'aussi impur puisse être à la base de tout, mais pour l'autre, il n'y a aucun mystère, ce ne sont que des zones de plaisir qu'il suffit de savoir stimuler. Il finit par lui vendre l'idée avec l'argument ultime au fond, ce n'est qu'un acte de dévotion, un service rendu. Et là, le pape a eu un déclic de la pire espèce. Si c'est un service, alors c'est un acte d'amour sublime, non ? Le pauvre a les fils tellement emmêlés qu'il est capable de rationaliser n'importe quel péché pour garder bonne conscience. En bon élève appliqué, il n'a pas mis longtemps à passer de la théorie à la pratique. Il s'est lancé tête baissée et, sans surprise, a fini par tout avaler. Il a fait preuve d'une dévotion exemplaire, prêt à ingurgiter le péché d'autrui pour sauver une âme, même si Otto, aux premières loges, préférerait être en enfer à l'heure qu'il est. Le gamin est resté pétrifié, fixant le pape comme s'il venait de voir un bug dans la matrice. Il faut dire que voir la plus haute autorité de l'Église dans cette position, ça vous retourne le cerveau. Pendant qu'Otto fait une crise existentielle carabinée, le pape reste là à digérer le moment, il ne sait pas trop si c'est ce que tout le monde fait d'habitude, ou s'il a pris le concept de charité chrétienne un peu trop au pied de la lettre. Pendant que ces deux-là sont en plein délire, Heinrich patrouille dans les couloirs avec une envie furieuse de casser quelque chose. Il a bien remarqué que le pape et l'autre se sont volatilisés, et il n'est pas du genre à attendre sagement. L'empereur a un flair infaillible pour les emmerdes et il a déjà la chambre d'Otto dans le collimateur. Il sent que quelque chose se trame là-dedans, et s'il franchit cette porte, Ça va être un scandale de proportions bibliques. Heinrich pénètre dans la chambre d'Otto et tombe nez à nez avec un véritable cimetière de bouquins. L'autre s'attendait à découvrir des trésors, mais il s'avère que le pape est surtout un collectionneur compulsif d'encyclopédies. Et voilà l'empereur, torse nu, qui prend ses grands airs. Selon lui, l'endroit a besoin d'un décrassage d'urgence parce qu'on ne sait même plus où poser le pied. Otto avoue d'ailleurs qu'il manque de se rétamer à chaque fois qu'il sort du lit. Heinrich profite de l'exiguïté des lieux pour se rapprocher dangereusement sur le matelas. La tension est à son comble et Otto est rouge comme une pivoine. Ils sont à deux doigts de passer aux choses sérieuses quand, soudain, on les interrompt. Un coup sec contre la porte brise net l'ambiance. C'est Takmar qui cherche son frère. C'est la panique totale, il saute du lit comme si on leur avait balancé un seau d'eau glacée sur la figure. Otto perd les pédales et lui ordonne de se rhabiller Fissa pendant qu'il essaie de faire disparaître toute preuve de ce qu'il s'apprêtait à faire. Otto sort faire face, les cheveux en bataille, tentant de garder contenance alors que le blond reste caché pour se rhabiller en 4e vitesse. Quand son frère lui demande où est passée sa majesté, Otto improvise le plus vieux mensonge du monde, il prétend que le dîner ne passe pas et qu'il est coincé aux toilettes. Takmar commence à s'emballer et veut déjà appeler un médecin pour examiner le prétendu malade. Pauvre Otto. Il est obligé de gesticuler dans tous les sens pour empêcher son frère d'entrer et de tomber sur l'empereur à moitié à poil derrière la porte. Allez expliquer ça par un problème de digestion. Son frère se met à analyser la situation. Il est persuadé qu'ils sont devenus intimes et qu'Otto a enfin trouvé quelqu'un d'assez charismatique pour le sortir de sa solitude. D'après lui, Otto a toujours eu du mal à socialiser et l'empereur semble être l'allié dont il avait besoin. Il lui demande si sa charge de pape ne lui pèse pas trop, se rappelant son dernier évanouissement. Otto affiche un sourire de façade alors qu'intérieurement, son monde s'écroule. Le souci n'est pas sa santé, mais le secret qui grandit dans son ventre à une vitesse alarmante. Ce n'est pas un peu de repos qui va régler ça, mais 9 mois de patience et une gaine bien serrée. Pendant qu'il essaie de faire bonne figure, Takmar se remémore le discours qui lui servait pour le convaincre. Il jouait les martyrs, s'en voulant de l'avoir forcé à devenir pape et de l'avoir privé d'une vie normale. Dans ses souvenirs, Otto lui répondait que de toute façon, il n'aimait pas trop la foule, mais Takmar avait déjà l'empereur en ligne de mire. Il lui glissait que sans cette soutane, ils seraient sûrement devenus inséparables.
Ce manipulateur lui caressait la tête en disant que c'était sa propre ambition qui avait placé Otto sur ce trône. Il promettait de le libérer un jour, mais qu'en attendant, il devait assumer son rôle de cadet de la famille. Otto s'était convaincu que ses efforts en valaient la peine pour aider ce frère qui, soi-disant, se tuait à la tâche pour eux. Il pensait que son poste de pape lui permettrait de découvrir le monde réel au-delà des livres. Il voulait se rendre utile, pendant que Takmar le serrait dans ses bras avec la satisfaction de celui qui tient son jouet préféré bien en main. De retour au présent, son frère inspecte sa tenue une dernière fois et le rouspète parce qu'il a le col déboutonné. Il exige qu'il se recoiffe, car on ne reçoit pas de visite dans cet état. À peine la porte fermée, la tension ne retombe pas, elle explose. L'empereur sort de sa cachette, toujours torse nu, avec un regard qui confirme qu'il n'a pas perdu une miette de la conversation. Le frère s'inquiète pour un bouton mal mis, mais celui qui attend derrière le rideau compte bien lui arracher jusqu'à sa soutane. Pauvre petit, ce qui l'attend est bien pire qu'un sermon. Takmar déambule en ville comme si chaque pavé lui appartenait, avec cet air de mec qui calcule déjà combien tu lui dois pour avoir osé respirer le même air que lui. Pendant ce temps, Heinrich se la coule douce dans son carrosse alors que son serviteur frise la crise de nerfs. Le pauvre n'a toujours pas digéré qu'il soit entré dans le manoir de Saxe comme dans un moulin. Aux yeux du monde, le duc est un psychopathe assoiffé de pouvoir. Mais Heinrich, lui, l'a déjà maté. Il prétend que ce n'est plus un ennemi et qu'ils vont désormais chasser l'hérétique main dans la main. Une alliance qui sent le sapin à plein nez. Le serviteur est toujours livide, mais l'empereur a déjà la tête ailleurs. Il sait que pour Takmar, même son propre frère, le pape, n'est qu'un pion de plus sur l'échiquier. Pourtant, cette image de monstre sans cœur ne colle pas tout à fait quand il les a vus ensemble. Ils avaient l'air de frères on ne peut plus normaux. Le dilemme qui l'empêche de dormir, c'est de savoir si Takmar se doute que son frérot attend un heureux événement, ou si le Saint-Père lui-même n'a pas encore capté que son fameux état de grâce est en fait une grossesse de 3 mois. Faut dire qu'Otto déguste, il a une dalle monumentale qui ne laisse aucun répit à son entourage. Heinrich se demande bien ce qu'il va lui ramener la prochaine fois, un mets raffiné du palais ou un truc bien gras déniché dans la rue pour calmer la bête. Ça lui a rappelé ses années de prince rebelle, quand il ne supportait plus d'être enfermé et qu'il s'éclipsait sous une cape pour se fondre dans la masse. Au marché, l'odeur du pain chaud a toujours été son point faible. Il se revoit encore lorgner les étals avec une envie folle de dévaliser la boutique. C'est pile à ce moment-là qu'il avait repéré un jeune prêtre encapuchonné qui faisait exactement la même chose, fixant les miches de pain comme si c'était le Graal. Le gamin était comme hypnotisé, mais il avait fini par baisser les bras et s'en aller les mains vides. En le regardant s'éloigner, Heinrich s'était demandé si l'église était fauchée ou si les aumônes passaient dans des trucs louches. On aurait dit qu'il était tombé sur l'ordre le plus radin du coin, le genre de congrégation qui préfère voir ses moines crever de faim plutôt que de lâcher un seul denier des donations pour un truc aussi vulgaire qu'un déjeuner. Heinrich s'était approché du type pour lui filer un morceau de pain avant qu'il ne tombe d'inanition. Il lui avait sorti qu'on ne pouvait pas prier convenablement l'estomac dans les talons. Le petit père en avait l'eau à la bouche rien qu'en sentant l'odeur. Regardez-le, il était à 2 doigts de lui bouffer la main avec le quignon. Le gamin avait accepté le cadeau en lui promettant de prier pour lui dès son retour à l'église. Heinrich, cynique comme pas deux, lui avait demandé s'il ne fallait pas raquer pour obtenir une bénédiction officielle. Le jeune lui avait répondu qu'en tant qu'apprenti, le pain lui suffisait largement comme salaire. Apparemment, la faim lui avait même coupé l'envie de faire du business. Quand il lui a demandé ce qu'il voulait, Heinrich a sorti sa plus belle pique en lui demandant de prier pour que sa femme lui donne une tonne d'enfants. Quel génie. Il demandait des bénédictions de fertilité au mec qu'il allait lui-même mettre en cloque plus tard, sans que le pauvre sache à qui il avait affaire. Le moine avait pris ça très au sérieux avec une intensité folle. Il lui avait assuré que le dieu de l'amour l'exaucerait et qu'il aurait une véritable légion d'héritiers. Le pauvre ne savait pas qu'il priait pour se rajouter du boulot. Un vrai visionnaire. Juste au moment où Heinrich essayait de savoir de quelle paroisse il venait, le garde de service a débarqué pour récupérer l'apprenti et l'a embarqué fissa. La récré était finie. Heinrich s'était éloigné avec son compagnon comme si de rien n'était. Quand on lui a demandé s'il était devenu le mécène des curés, il a fait l'innocent, prétextant un simple geste de charité envers un pauvre air affamé. Pendant ce temps, le type à la capuche était resté planté au milieu de la rue. Il venait de réaliser qu'il n'avait même pas demandé le nom de l'inconnu. Il a retiré sa capuche avec un air dépité. Comment tenir sa promesse s'il ne savait même pas pour qui il devait prier sacré Otto? Il n'en loupe pas une. Quelle fin de dingue! Heinrich a littéralement passé commande à l'usine. Puisque le moine a promis une légion d'héritiers, on va se monter notre propre armée d'abonnés en explosant ce bouton like. Dites-moi en commentaire quel autre manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus les fauves.